qu'est-ce que le nouveau contrat de ville? La loi du 21 février 2014, dite loi de cohésion urbaine et sociale ou loi Lamy, instaure les nouveaux contrats de ville sur la durée 2014-2020. Voici les principales évolutions. Une concentration des moyens humains et financiers sur les quartiers les plus en difficulté, les quartiers prioritaires. 1500 QPV au lieu de 2300 quartiers en CUX. Cela veut dire moins de territoire et donc des moyens mieux utilisés. Un changement d'échelle. Les anciens contrats étaient portés par les communes, ce qui ne permettait pas de disposer d'une vision globale du développement d'un quartier à l'échelle d'un bassin de vie plus large, l'agglomération par exemple. Aussi, les nouveaux contrats de ville sont désormais pilotés par les EPCI, agglomération, métropole, pour pouvoir interagir plus facilement avec les politiques de logement, de développement économique, de transport et d'aménagement, qui sont le plus souvent gérées par les intercommunalités. Pour aller encore plus loin, ces contrats de ville doivent s'appuyer sur un projet de territoire défini par l'agglomération. En effet, comment penser le développement des quartiers si on ne l'intègre pas au développement plus global du bassin de vie? Comment prétendre résoudre le problème du logement si on ne s'interroge pas sur la stratégie communautaire sur ce sujet? Comment penser le développement économique des quartiers si on ne l'intègre pas dans la stratégie de développement économique de l'agglomération? Ensuite, la loi réaffirme le contrat de ville comme un document unique. Il engage donc tous les partenaires locaux et institutionnels sur la mobilisation de moyens visant à améliorer la situation des quartiers. Un document unique permet de concentrer tous les moyens autour d'un projet global, évitant de s'éparpiller. Dans les faits, qu'est-ce que change la loi pour les communes et les quartiers? Laissons la parole à Marc Villemeau, maire de la Seine-sur-Mer. L'autre volet qui était essentiel dans la loi de 2014, c'est ce qui en a découlé avec la perspective de contractualisation entre le ministère en charge de la ville et une douzaine d'autres ministères plus thématiques. Là, l'idée, quelle est-elle? Elle est sur une convention triennale avec des objectifs opérationnels, évaluables, de créer les conditions de la mobilisation du droit commun porté par un bon nombre d'autres ministères sur ces morceaux de territoire de la République que sont nos quartiers populaires. Alors avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins d'enthousiasme, pas tellement de la part des ministres, mais en tout cas des hautes administrations, à qui on demande de poser un regard différencié dans l'esprit des zones de sécurité prioritaires que porte le ministère de l'Intérieur, ou des réseaux d'éducation prioritaires que porte le ministère de l'Éducation nationale, et que donc tous ces ministères-là, ordinaires, mobilisent leurs ressources, leurs projets, avec une attention particulière, une sorte de bienveillance en direction de ceux de nos concitoyens qui sont dans des situations de relégation. Autre nouveauté de la loi, contrairement au contrat précédent, l'ambition du contrat de ville est l'obligation de mobiliser prioritairement les crédits de droit commun. De quoi s'agit-il? Il s'agit des financements, budgets, dispositifs des ministères de l'État qui concernent toute la population française sans distinction. Solène Divet nous explique en quoi ces financements de droit commun sont nécessaires et Séverine Garcin nous présente davantage les difficultés à le mobiliser. Bien entendu, c'est des problématiques tellement complexes et lourdes qu'on ne peut pas les résoudre seuls et donc on sollicite beaucoup de partenaires. Tous ne sont pas forcément disponibles, mais il est évident qu'on a besoin de la mobilisation notamment du droit commun sur nos quartiers, ce qui est extrêmement complexe à développer. Je vais donner un exemple, par exemple pour nous, pour le droit commun, par exemple pour traiter l'emploi, c'est Pôle emploi. Et donc la question c'est combien il y a de conseillères, par exemple en insertion professionnelle, de plus pour les quartiers prioritaires. Et quand on a travaillé sur le contrat de ville, c'est le type de question sur lequel on a voulu travailler avec l'État et sur lequel malheureusement ces organismes sont dans l'incapacité de nous répondre. Puisqu'ils ne sont pas organisés ou équipés pour travailler en ce sens. Donc là, on voit bien qu'il y a des problématiques ou des thématiques sur lesquelles il nous est extrêmement complexe de travailler et de mobiliser concrètement du droit commun. Au-delà de la définition de la loi qui peut être un petit peu difficile et compréhensible, je dirais que pour nous, au niveau de l'agglomération, la politique de la ville, c'est le volet cohésion sociale du projet de territoire.
Donc concrètement au niveau du contrat de ville, puisque c'est le dispositif phare, je dirais, de la politique de la ville, l'enjeu du contrat de ville, c'est de pouvoir concentrer les efforts et les moyens pour les habitants de ces territoires. Et c'est également de pouvoir, et c'est ça l'enjeu, de pouvoir replacer ces quartiers dans la dynamique de l'agglomération, en articulant politique de développement, politique de solidarité, et ne pas traiter ça de manière cloisonnée. C'est-à-dire que je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est bien sûr, ce sont des politiques de réparation pour ces quartiers, mais il faut aller au-delà, en mettant en place des actions durables, ambitieuses, pour vraiment donner toute leur place à ces quartiers dans la dynamique de l'agglomération. Chaque quartier ayant bien sûr sa propre identité, ses spécificités. Le contrat de ville est un projet de territoire qui repose sur 3 piliers, comme nous l'explique Florence Guittet, déléguée de la préfète de l'Essonne. Le volet de droit commun, aujourd'hui, on est obligé d'y travailler parce que dans le cadre du contrat de ville, des nouveaux contrats de ville signés, il y a tout un plan d'action qui doit être annexé et c'est un plan d'action des services de droit commun, donc autant des services de la ville que des services de l'État. Ça peut être aussi le bailleur qui s'engage à faire des actions spécifiques et à avoir un regard particulier sur les quartiers politiques de la ville. Alors, les contrats de ville qui ont été signés, ça fait 1 an maintenant, on a une année de recul, développent et affirment donc 3 piliers prioritaires pour les quartiers en politique de la ville. Donc c'est le premier pilier est le développement économique et l'emploi, qui reste une préoccupation vraiment première dans les quartiers. Et, il y a ensuite le volet cohésion sociale, qui comprend le vivre ensemble, le développement des associations, du lien social, voilà, donc qui est aussi un point très important. Et puis le dernier volet qui concerne la rénovation urbaine. Voilà, et tout ce qui est gestion urbaine de proximité, rénovation de l'habitat. Voilà. Donc ce sont les 3 points principaux qui sont souvent déclinés dans les contrats de ville sous forme de fiches ou de fiches actions. Si le contrat de ville fixe les orientations stratégiques pour les quartiers prioritaires autour de 3 piliers, il faut également ajouter 3 objectifs transversaux: la jeunesse, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations. Enfin, la dernière évolution déjà évoquée dans le module 1, une place réaffirmée pour les habitants. Le module 4 sera intégralement consacré à ce point.